John Wayne était plus grand que nature à l'écran, le cow-boy ultime dont la présence dominait chaque scène. Mais quand il est décédé, le vrai drame a commencé à huis clos. Sa fortune a laissé sa famille en larmes, suscitant des émotions, des surprises et des questions que personne n'avait vu venir. Qui a hérité de quoi? Et quel secret sa succession a-t-elle révélé sur l'homme derrière la légende? L'histoire de la richesse de John Wayne est aussi captivante que les films qui ont fait de lui une icône hollywoodienne. Et elle est sur le point de devenir encore plus choquante. John Wayne, l'une des figures les plus emblématiques du cinéma américain, a vécu une vie remplie de triomphes à l'écran et de complexité à huis clos. Sa vie de famille a été aussi mouvementée que sa carrière, marquée par 3 mariages et 7 enfants qui ont porté à la fois son nom et son héritage. Le premier mariage de Wayne fut avec Joséphine Seyance, la fille d'un diplomate panaméen. Le couple s'est marié en 1933 et a eu 4 enfants ensemble, Michael, Tony, Patrick et Melinda. Pendant un certain temps, cette union a offert à Wayne un sentiment de stabilité pendant son ascension à Hollywood. Pourtant, à mesure que sa notoriété et son emploi du temps s'intensifiaient, des fissures sont apparues, menant à la dissolution éventuelle du mariage. Malgré la séparation, Wayne est resté présent dans la vie de ses enfants, s'assurant qu'ils partagent son succès et comprennent la valeur de la loyauté familiale. Son deuxième mariage a été beaucoup plus court et moins durable. Bien qu'il ait initialement promis de la compagnie, les différences entre Wayne et son épouse se sont avérées insurmontables et le divorce a rapidement suivi. Bien que ce chapitre de sa vie personnelle se soit terminé rapidement, il reflète les défis auxquels Wayne était confronté pour concilier les exigences de sa carrière avec les besoins de ses proches. Son troisième et dernier mariage fut avec Parplette, une actrice péruvienne. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Ethan, Aïsa et Marika. Pendant des années, le couple a vécu sous les feux de la rampe en tant que l'une des familles les plus admirées d'Hollywood. Pourtant, au milieu des années 1970, même ce mariage n'a pas pu résister à la pression du style de vie de Wayne. Bien qu'ils se soient séparés, un accord a garanti que Parr et ses enfants soient pris en charge, et Wayne a continué à entretenir des liens avec eux, malgré la distance. Au-delà de ces liens familiaux, les dernières années de Wayne ont été assombries par une longue bataille contre le cancer. En 1964, il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon, une maladie si grave que les médecins ont enlevé un de ses poumons et plusieurs côtes pour le sauver. Il a miraculeusement survécu, mais sa santé n'est jamais revenue à son ancienne force. Sa réputation de duc, cependant, l'a poussé à continuer à travailler, un symbole de résilience admiré par les fans du monde entier. Le destin a porté son coup final à la fin des années 1970, lorsque Wayne a développé un cancer de l'estomac. Le 11 juin 1969, à l'âge de 72 ans, il est décédé à Los Angeles. Beaucoup pensent que les germes de sa maladie ont été semés des années plus tôt sur le plateau de son film de 1956, Le Conquérant. Le film a été tourné à St. George, dans l'Utah, non loin d'un site d'essai nucléaire. Bien que l'équipe et les acteurs aient été informés que c'était sûr, les vents ont transporté des retombées radioactives sur le lieu de tournage. Des décennies plus tard, des rapports ont révélé que beaucoup de ceux qui ont travaillé sur le film ont développé un cancer, notamment le réalisateur Dick Powell et l'actrice Susan Hayward. Sur 220 personnes présentes sur le plateau, 91 ont ensuite été diagnostiquées et près de la moitié ont perdu la vie. Pour Wayne, qui avait été un fumeur invétéré toute sa vie, l'exposition a été un coup supplémentaire dévastateur. La tragédie s'est étendue bien au-delà de Wayne. De nombreux membres de la production, dont le réalisateur Dick Powell et l'actrice Susan Hayward, ont également succombé au cancer par la suite. Alors que le deuil s'abattait sur sa famille, il y avait aussi de l'incertitude. Les proches de Wayne ont pleuré sa perte,
en attendant la lecture de son testament. Tout le monde se demandait comment son vaste domaine serait divisé et quelle surprise pourrait être cachée dans les détails de ses dernières volontés. Et lorsque le contenu de sa succession a finalement été révélé, le vrai drame a commencé. Le testament de Wayne, préparé avec soin et conservé en sécurité par ses avocats, a été formellement lu à Los Angeles. Son avocat de longue date et ses proches collaborateurs étaient présents, ainsi que des membres de la famille qui s'étaient réunis avec anxiété pour entendre chaque mot. La succession de Wayne était évaluée à environ 6,8 millions de dollars, un chiffre stupéfiant pour l'époque. Environ 1 million de dollars provenaient de biens immobiliers, notamment des maisons et des terrains, tandis que près de 5,75 millions de dollars provenaient de biens personnels, d'investissements, de comptes et de trésors accumulés au cours d'une vie de célébrité. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'histoire. Ce qui a le plus profondément remué les émotions, c'est la façon dont il avait choisi de le diviser. Les premiers et principaux bénéficiaires étaient ses 7 enfants. Wayne a toujours été connu comme un homme de famille, malgré sa vie amoureuse compliquée, et il s'est assuré que ses enfants hériteraient de la majeure partie de sa richesse. Cette décision a préparé le terrain pour la façon dont son héritage serait préservé non seulement sur le grand écran, mais aussi dans la vie de ses proches. L'une des exclusions les plus surprenantes du testament était sa 3e épouse, Parelle, dont il était séparé. Bien que Parelle n'ait rien reçu directement par le biais du testament, elle était protégée financièrement par un règlement antérieur qui l'a exclue de cette division. Pour beaucoup, c'était un rappel de la vie personnelle turbulente de Wayne et des limites strictes qu'il a tracées en ce qui concerne sa succession. En revanche, sa première épouse, Joséphine, a reçu quelque chose de plus personnel et de plus durable. Par le biais d'une fiducie, elle a reçu 3 000 $ par mois à vie, le reste de cette fiducie devant profiter à leurs 4 enfants après son décès. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la façon dont Wayne s'assurait que la femme qui avait fait partie de ses premières années de gloire serait prise en charge même en son absence. Wayne a également pensé à ceux qui avaient travaillé à ses côtés pendant des décennies. Sa secrétaire de longue date, Pat Stacy, a reçu 30 000 $, une somme importante qui reconnaissait sa loyauté et sa compagnie pendant ces dernières années. Une autre secrétaire, Mary St. John, a reçu 10 000 $. Ces gestes ont révélé que Wayne n'avait pas oublié les personnes qui avaient maintenu son monde professionnel et personnel stable alors qu'il portait le poids de la célébrité. Parmi les parties les plus fascinantes du testament, il y avait les objets personnels liés à sa carrière légendaire. Les costumes, les souvenirs et les trésors des plateaux de ses films les plus célèbres devaient être divisés équitablement entre ses enfants. Ce n'étaient pas de simples accessoires, c'étaient des morceaux physiques de l'histoire du cinéma américain, des objets qui portaient la sueur et le courage de la longue carrière de Wayne. Pour équilibrer cela avec la générosité, Wayne a ordonné que les œuvres d'art exclues soient données à des œuvres caritatives, ajoutant une dernière couche de dons à son héritage. Cette succession soigneusement organisée en disait long sur l'homme lui-même, pratique mais sentimental, axé sur la famille, mais attentif à la loyauté et à l'histoire. Chaque décision reflétait son désir de garder son image, son travail et sa richesse entre les mains de ceux en qui il avait le plus confiance. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce qui s'est passé ensuite a transformé la mémoire de Wayne en un spectacle public. Ses enfants ont été confrontés à un choix: conserver ses trésors ou les partager avec le monde. Bientôt, les souvenirs de sa carrière allaient être mis aux enchères, rapportant des millions et prouvant que même dans la mort, John Wayne pouvait encore attirer une foule. En octobre 2011, des décennies après son décès, John Wayne est remonté sur le devant de la scène. Cette fois, cependant, ce n'était pas sur un plateau hollywoodien ou devant une caméra,
mais dans une salle de vente aux enchères bondée, où plus de 700 pièces de sa vie ont été vendues aux enchères. Organisé par Heritage Auctions, l'événement de 2 jours s'est transformé en un tourbillon d'émotions, de nostalgie et d'enchères vertigineuses. Les fans, les collectionneurs et les admirateurs n'achetaient pas seulement des objets. Ils poursuivaient des morceaux d'histoire. À la fin de la vente aux enchères, le total avait grimpé à un montant étonnant de 5,4 millions de dollars. Ce qui a rendu l'événement si puissant, c'est le mélange d'articles exposés. Chaque pièce racontait une histoire, un rappel de l'homme qui était devenu plus qu'une simple star de cinéma. Son dernier permis de conduire, délivré en 1977, s'est vendu pour 89 625 dollars. Pour la plupart des gens, un permis n'est qu'un morceau de plastique, mais pour ses fans, c'était un dernier document officiel qui portait son nom, Marianne Morrison, et sa signature indubitable. Les armes et les costumes avaient encore plus de poids. L'étui et la ceinture de pistolet d'Eldorado se sont vendus pour 77 675 dollars, un accessoire qui avait autrefois été attaché à la taille de Wayne, alors qu'il traversait l'écran dans l'un de ses westerns classiques, son cache-œil de True Grit, où il incarnait l'inoubliable Rooster Cogburn, a rapporté 47 800 dollars. C'était un petit morceau de tissu simple, mais il symbolisait l'une de ses performances les plus emblématiques. La plus grosse nouvelle de la vente aux enchères est venue de la vente d'un béret en laine verte que Wayne avait porté dans les bérets verts. Cet article unique s'est vendu pour 179 250 dollars, un prix stupéfiant qui a montré à quel point les fans étaient prêts à payer pour un lien direct avec le duc. Un autre point fort a été le chapeau de cow-boy que Wayne a porté dans 3 westerns différents, Big Jake, Les Cowboys et Les voleurs de train. Cette pièce à elle seule a rapporté 119 500 dollars. Tous les biens les plus prisés n'étaient pas des vêtements ou des accessoires. Son Golden Globe pour True Grit a également été mis aux enchères. Il a trouvé un nouveau foyer au prix de 143 400 dollars. Ce n'était pas seulement un trophée. C'était une reconnaissance du rôle qu'il a défini pour une nouvelle génération de fans et de critiques. Au-delà de ses ventes phares, il y avait des centaines d'articles plus petits, mais tout aussi fascinants. Des scénarios annotés de ses notes, des prix, des meubles et même des articles de bureau personnels ont tous trouvé des acheteurs enthousiastes. Chaque enchère gagnante était plus qu'une simple transaction. C'était la façon dont un fan possédait un morceau tangible de la vie de la légende. La vente aux enchères ne concernait pas seulement l'argent ou les souvenirs. Une partie des recettes a été versée à la John Wayne Cancer Foundation, une cause proche de l'héritage de l'acteur. Wayne avait lui-même lutté contre le cancer, et cette fondation a été créée pour poursuivre son combat longtemps après sa disparition. De cette façon, même au milieu des guerres d'enchères, son nom était lié à une mission plus importante, aider les autres. L'événement était plus qu'une vente aux enchères. C'était une célébration, un rappel de la profondeur avec laquelle Wayne s'était ancré dans la culture américaine. Chaque coup de marteau résonnait avec les souvenirs de ses films, son personnage plus grand que nature et les histoires intemporelles qu'il a donné vie. Pour comprendre pourquoi ces objets signifiaient tant pour tant de gens, nous devons revenir sur l'homme derrière le nom de John Wayne et sur le voyage de Marianne Morrison à la légende hollywoodienne qu'il est devenu. L'histoire de John Wayne commence loin des lumières vives d'Hollywood, dans la ville tranquille de Winterset, dans l'Iowa, où il est né sous le nom de Marianne Robert Morrison en 1907. Son enfance a été celle d'un début ordinaire, mais le déménagement de sa famille en Californie pendant son adolescence allait, sans le savoir, préparer le terrain pour sa transformation en l'une des figures les plus emblématiques du cinéma américain.
En grandissant à Glendale, Wayne a développé une forte éthique de travail, distribuant des journaux et effectuant des petits boulots pour aider sa famille. Pourtant, même à cette époque, il se distinguait, grand, athlétique et possédant une confiance tranquille qui attirait les autres vers lui. À l'Université de Californie du Sud, il semblait destiné à la grandeur sur le terrain de football. Après avoir obtenu une bourse, il a rapidement intégré l'équipe de football des Trojans. Mais le destin en avait décidé autrement. Un accident de surf a gravement blessé son épaule, mettant fin à ses ambitions sportives et à ses rêves de carrière dans le sport. Cette blessure, cependant, a ouvert une porte que Wayne n'aurait jamais pu prévoir. N'étant plus en mesure de jouer au football, il a perdu sa bourse et a eu besoin de travailler. Grâce à ses relations à l'USC, il a décroché un emploi à la Fox Film Corporation, non pas en tant qu'acteur, mais au service des accessoires, transportant des meubles et déplaçant des décors. C'est là qu'il a eu son premier aperçu de la magie d'Hollywood. Les premières années de Wayne dans le cinéma ont été loin d'être glamour. Au cours des années 1930, il a peiné dans Poverty Row, le surnom des studios qui produisaient des westerns à petit budget. Au cours de la décennie, il est apparu dans près de 80 films, jouant parfois le rôle principal, parfois se contentant de combler l'espace. Ces films de série B étaient oubliables pour la plupart des spectateurs. Mais pour Wayne, ils étaient inestimables. Ils sont devenus son terrain d'entraînement, lui apprenant à monter à cheval, à se battre, à prononcer des répliques et à projeter la présence stable et robuste qui le définirait un jour. Son personnage à l'écran, le tirage lent, la démarche délibérée, l'autorité calme étaient forgés dans ses productions bon marché. Pourtant, le succès semblait toujours hors de portée. Cela a changé en 1939, lorsque le réalisateur John Ford l'a choisi pour Stagecoach. Ford avait remarqué Wayne des années plus tôt, attendant la bonne occasion de lui donner un rôle qui mettrait en valeur son véritable potentiel. En tant que Ringo Kid, Wayne a fait irruption à l'écran, non pas comme un cow-boy de second ordre, mais comme une star à part entière. Stagecoach a été un succès au box-office et l'ascension de Wayne vers la célébrité a officiellement commencé. Du jour au lendemain, il est passé d'un habitué des films de série B à un nom connu. Les années 1940 et 1950 ont cimenté son héritage. Wayne est devenu le visage du western américain, incarnant des personnages qui symbolisent la force, l'honneur et la résilience. Des films comme La Rivière Rouge, L'Homme tranquille, La prisonnière du désert et Rio Bravo mettent en valeur non seulement sa présence imposante, mais aussi sa polyvalence. Qu'il s'agisse d'un dur éleveur de bétail, d'un Irlandais romantique ou d'un vétéran hanté de la guerre de sécession, Wayne avait une authenticité qui résonnait auprès du public. Il n'était plus Marianne Morrison de l'Iowa. Il était le duc, plus grand que nature et fermement gravé dans l'âge d'or d'Hollywood. Et pourtant, Wayne ne s'est jamais contenté d'être un simple acteur. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait, son ambition grandissait également. Il a pris un plus grand contrôle de sa carrière, s'aventurant dans la production et même la réalisation, déterminé à façonner non seulement son image, mais les histoires même que Hollywood racontait. Ce qui avait commencé comme un détour du football pour un garçon d'une petite ville s'était transformé en une carrière qui a défini une époque. À la fin des années 1940, John Wayne n'était plus seulement un acteur qui attendait que de bons rôles lui tombent dans les bras. Il avait appris que le véritable pouvoir à Hollywood venait du contrôle des histoires racontées. Déterminé à tracer sa propre voie, il a fondé des sociétés de production, d'abord avec John Wayne Productions, puis avec Bad Jack Productions. Ces entreprises lui ont donné la liberté de choisir des scénarios, d'embaucher des talents et de construire des projets qui reflétaient sa vision de l'héroïsme américain. L'une de ses premières œuvres indépendantes, Angel and the Badman en 1947, a non seulement été un succès,
mais a également fait de Wayne plus qu'un simple cow-boy devant la caméra. Il était désormais une force derrière elle. Sa réputation s'est accrue grâce à ses succès au box-office et à ses succès critiques. Des films comme Alamo, qu'il a également réalisé, et El Dorado ont cimenté sa réputation de conteur capable de captiver le public de toutes les générations. Mais c'est True Grit en 1969 qui lui a valu le couronnement de sa carrière, un Oscar du meilleur acteur. Avec son cache-œil emblématique et sa voix rauque de Rooster Cogburn, Wayne a finalement fait taire les critiques qu'il avait longtemps considérées comme une simple star de l'action. L'Oscar était la preuve de son talent et de sa capacité à durer, plus de 3 décennies après ses débuts à Hollywood. Pourtant, l'influence de Wayne ne s'est pas limitée au grand écran. En dehors de l'écran, il est devenu l'une des voix politiques les plus fortes d'Hollywood. Conservateur farouche, Wayne a utilisé ses films et sa tribune pour promouvoir ses idéaux. Nulle part cela n'était plus clair que dans Les Bérets Verts en 1968, un film sur la guerre du Vietnam qu'il a produit à une époque où le conflit divisait l'Amérique. Le film était plus qu'un divertissement. C'était une déclaration de soutien à l'implication des États-Unis à l'étranger. Au-delà du cinéma, Wayne a travaillé avec des organisations de droite d'Hollywood et a ouvertement soutenu des candidats comme Ronald Reagan, qui deviendrait plus tard président. Sa politique a fait de lui une figure polarisante, mais elle a également fait en sorte qu'il reste pertinent dans la conversation nationale. Au cours de ces décennies d'acteurs, de producteurs et de réalisateurs, Wayne a construit non seulement une carrière, mais aussi un empire. Ses entreprises ont généré des bénéfices constants. Ses films ont dominé le box-office et ses relations politiques lui ont donné un pouvoir qui s'étendait au-delà d'Hollywood. À la fin de sa vie, Wayne avait amassé une fortune qui symbolisait à la fois son succès et son éthique de travail acharnée. Avec l'argent, la gloire et l'influence politique, le duc avait apparemment tout accompli. Mais la question qui persiste est la suivante. Lorsque le rideau final tombe, qu'est-ce qui perdure vraiment? La richesse qu'il a laissée derrière lui, ou l'héritage plus grand que nature qu'il a gravé dans la culture américaine? Le décès de John Wayne en 1969 a laissé sa famille accablée non seulement par le chagrin, mais aussi par la dure réalité émotionnelle de son absence. Ses enfants se sont souvenus d'un homme dur, mais tendre, d'un géant dans leur vie, dont la présence remplissait chaque pièce. Ethan Wayne l'a dit simplement. Mon père était dur, mais très aimant. Il ne parlait pas beaucoup, mais il pouvait rendre ces quelques mots très percutants et significatifs. Aujourd'hui, ses enfants poursuivent sa mission par le biais de John Wayne Enterprises et de la John Wayne Cancer Foundation, honorant ses valeurs par chaque acte de service. Les amis et les autres stars ont parlé avec respect et émotion profonde. Maureen O'Hara, qui était son amie depuis près de 4 décennies, s'est présentée devant le Congrès quelques semaines avant sa mort pour défendre une médaille d'or du Congrès pour le duc. Les larmes aux yeux, elle a déclaré « Je connais John Wayne depuis 39 ans, et pendant ces 39 années, je l'ai appelé mon ami le plus cher, mon meilleur ami. Pour les peuples du monde, John Wayne n'est pas seulement un acteur, et un très bon acteur. John Wayne, c'est les États-Unis d'Amérique. » Kirk Douglas, qui avait travaillé avec Wayne sur plusieurs films, a rendu un hommage différent, mais tout aussi poignant. Malgré leurs divergences politiques, il admirait le professionnalisme et l'éthique de travail inébranlable de Wayne. Il a déclaré « Je crois fermement que John Wayne devrait recevoir la médaille d'honneur du Congrès. Il est un morceau authentique d'Americana. Sa vie personnelle et artistique représente les meilleures qualités de l'Amérique, admirée par les gens du monde entier. Il a toujours été une force puissante pour le mode de vie américain. Même Frank Sinatra, qui n'avait pas toujours été d'accord avec les opinions de Wayne, a reconnu l'impact de son héritage. Lors d'une cérémonie de remise de médailles honorant les contributions de Wayne, Sinatra a déclaré « Depuis plus d'un demi-siècle,
M. Wayne a servi honorablement de symbole de l'Amérique au monde des plus hautes valeurs morales et des normes prudentes de notre société. Dans les couloirs silencieux de sa maison familiale, les enfants du duc ont réfléchi aux responsabilités qui pesaient désormais sur leurs épaules. Ils ont moins parlé d'argent et plus d'honneur, de la façon de préserver le nom de leur père et d'utiliser son héritage pour le bien. L'influence durable de John Wayne ne peut pas être mesurée uniquement par la fortune qu'il a laissée derrière lui. Elle perdure à travers la fondation qui lutte contre le cancer, à travers les expositions de musées qui célèbrent l'homme derrière la légende, et à travers les innombrables fans qui le considèrent toujours comme l'incarnation du courage et de l'authenticité. Ce qui perdure au-delà des larmes et de l'héritage, c'est un héritage qui refuse de s'estomper, construit sur les principes du courage, de la loyauté et de l'esprit inébranlable du duc. Et maintenant, après avoir entendu les paroles de sa famille et les hommages émouvants de ses collègues stars, quel est, selon vous, le véritable héritage de John Wayne? Ses films, ses valeurs, ou la façon dont il a inspiré ceux qui l'entouraient? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.